Bonjour à vous tous et bienvenue pour cette édition d'Aix en Seine. Faire face au choc du chômage, vous avez sans doute, vous qui nous suivez, choisi la table, le débat peut-être le plus important, le plus stratégique de cette édition exceptionnelle d'Aix en Seine. Le choc du chômage, on en parle tous, c'est une crise totalement inédite. Une vague s'annonce, on le sait, et cette crise ne ressemble pas à celle de 2007-2008. Elle est plus dense, plus grave et plus intense sur le long terme. Et donc on a demandé à chacun des panélistes de sortir, j'allais dire, des idées générales sur la question du chômage et de l'emploi, mais vraiment d'être une table ronde de solutions, de premières pistes innovantes, on l'espère. C'est le défi qui est donné à chacun des participants que je vais vous présenter. Avec nous, Orlane François, qui dirige la Fédération des associations générales étudiantes. Vous dirigez la première organisation étudiante en France. C'est 2000 associations et syndicats. Louis Gallois, ancien dirigeant d'entreprise, qui dirige aujourd'hui la Fédération des acteurs de la solidarité et qui s'intéresse tout particulièrement aux questions d'inclusion sociale et notamment des chômeurs de longue durée. François Aubril, qui dirige la CFE-CGC, c'est la Confédération française de l'encadrement, un syndicat important dans le jeu social qui s'annonce. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, devait être avec nous ce matin et ça ne nous a pas échappé. Nous sommes dans une période de remaniement et donc elle nous a prié de bien vouloir l'excuser. Elle n'est pas donc aujourd'hui avec nous. Augustin de Romanet, vous êtes PDG du groupe ADP, qui a plus de 25 000 salariés et qui joue donc un rôle tout à fait significatif dans des questions en plus du moment, dans une économie où le tourisme et le transport aérien sont sévèrement touchés. Et puis, avec nous également, en visioconférence, l'économiste Aurélie Trouvé, qui est aussi présidente d'Attaque et que je salue puisque nous aurons de son domicile en visioconférence. Je vais donner la parole maintenant à Hélène Ray, qui est à ma droite. Et Hélène, vous êtes membre du Cercle des économistes et comme il est de tradition dans ces rencontres, c'est d'abord vous qui nous donnez peut-être le cadrage général et puis on va mettre la barre assez haut, de façon à ce que chacun de nos panélistes soit poussé dans leur retranchement et nous donne le meilleur de leur connaissance sur cette crise tout à fait singulière qui est la crise du chômage que nous devons affronter aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup Vincent. Bonjour à tous. Donc avec la crise Covid, l'économie a vraiment été mise de côté pour sauver des vies et c'est bien. Elle a été congelée quelques semaines. Il y a eu pas mal d'argent public qui a été utilisé pour sauvegarder des emplois. Mais lorsque les mesures de soutien vont être progressivement retirées, on va voir vraisemblablement des entreprises en difficulté en raison de la dette qui a été contractée durant la crise, en raison aussi de la faiblesse de la demande et de l'incertitude qui sera liée au virus. Donc, il est probable que l'automne sera difficile et que lorsque les jeunes vont arriver sur le marché du travail, celui-ci sera déprimé. Les entreprises très endettées auront du mal à investir, auront du mal à embaucher. Et il faudra donc soutenir le rebond de la demande. Il faudra aussi donner des fonds propres aux entreprises pour qu'elles puissent investir. Et il faudra aussi des mesures spécifiques de support à l'emploi, en particulier pour les jeunes. Mais je crois que cette crise est, comme l'a dit Vincent, a des caractéristiques aussi spécifiques. Et je crois qu'une des caractéristiques centrales de cette crise, c'est que la reprise va être très hétérogène. Certains secteurs vont rebondir très vite et pas mal. Par exemple, le secteur du bâtiment avec les promesses de rénovation et l'isolation thermique. Mais d'autres secteurs vont être beaucoup plus à la peine et vont avoir des grosses difficultés. On peut penser bien sûr au tourisme, restauration, hôtellerie, aussi au secteur du transport en particulier et à l'aéronautique. Donc, avec cette reprise très hétérogène, je crois que là, il y a un gros défi parce qu'il faut passer d'un temps où l'économie est vraiment mise sous cloche à un temps où l'économie doit être très agile et vraiment réallouer des ressources entre secteurs, de l'emploi entre secteurs. Et ça, je pense que ça va demander des politiques du marché du travail très actives et très imaginatives, avec un gros accent sur l'éducation en particulier et sur la formation et la formation continue. Et là, on pourrait s'inspirer bien sûr du Danemark, de la Suède. Il faudra toujours garder à l'esprit aussi l'orientation croissance verte et aussi inclusive et la digitalisation des économies. Et c'est là que je me tourne devant vous tous pour que vous nous donniez les solutions.
Merci beaucoup Hélène. On commence avec vous, Orlane François, je vous le disais en vous présentant, vous dirigez la première fédération d'étudiants en France. Et on commence par vous parce que ça a été souligné dans la plupart des panels de cette édition spéciale des rencontres économiques. Il y a une problématique de la jeunesse extrêmement forte, extrêmement inquiétante d'une certaine manière. La France est un pays en plus qui a une démographie assez jeune. On est un pays assez jeune par rapport, par exemple, si on se compare à l'Allemagne, qui est un pays plus vieillissant. Et donc on va avoir là 700 000 jeunes arrivés sur le marché du travail ou en fin de formation et pour lesquels on n'est pas sûr que les entreprises puissent faire une place directe. Alors, que préconisez-vous ? Écoutez, déjà, merci pour l'invitation. Je pense que c'est en effet essentiel. Et vous l'avez dit, les jeunes sont au cœur un petit peu des débats et des actualités, notamment sur le sujet de l'insertion et du chômage. Vous venez de le dire, vous l'avez dit également, Madame Rey, dans votre introduction, on va arriver sur une économie qui va être tendue et du coup des entreprises qui vont avoir du mal à recruter. On est déjà en temps normal sur une situation très critique pour les jeunes. Quand on regarde le taux du chômage avant cette crise, on est déjà sur un taux du chômage qui est nettement supérieur à la population générale pour les 18-25 ans. Donc là, on sait très bien qu'avec la crise, ça va être d'autant plus compliqué. Donc on peut se concentrer déjà en premier lieu sur les jeunes diplômés, celles et ceux qui vont sortir du diplôme là à partir du mois de juin. Donc vous l'avez dit, ils vont être environ 700 000. La recherche du premier emploi, elle est déjà, en dehors d'une crise, très compliquée. C'est environ 4 à 5 mois pour trouver son premier emploi. Donc là, on sait que ça va être très bien plus fort. Et donc moi, je vais me concentrer déjà sur une solution qui va être comment on accompagne ces jeunes-là. Aujourd'hui, quand ils sortent du diplôme, actuellement, tout s'arrête pour eux. S'ils sont boursiers, ils perdent leur bourse, ils perdent leur logement étudiant, et puis comment on les accompagne humainement vers l'emploi ? Ça, c'est une première question. Donc pour nous, il faut construire un dispositif qui vient englober tous ces jeunes-là, qui les accompagne tant financièrement, parce qu'aujourd'hui, il faut bien qu'on puisse vivre. Pour trouver un emploi, il faut se déplacer, il faut avoir un toit sur sa tête, et pour ça, il faut qu'on ait des ressources financières pour pouvoir le faire. Et puis ensuite, humainement, comment on accompagne les jeunes vers... Sur le premier point, Orlane François, il s'agit quoi ? D'une allocation ? De quelque chose qui se surajoute au dispositif qu'on connaît déjà ? La première demande, et je crois qui est faite également par d'autres organisations, c'est de se dire pourquoi aujourd'hui, par exemple, le RSA, il est disponible qu'à 25 ans. Pourquoi aujourd'hui les jeunes de 18 à 25 ans, on ne leur donne pas une allocation minimum pour, j'ai envie de même pour, enfin pas pour vivre, mais pour survivre, hein, parce que si on regarde le montant d'allocation du RSA, je suis pas sûre qu'on puisse dire qu'on peut vivre dignement avec le montant du RSA aujourd'hui. Donc ça peut être soit l'ouverture du RSA, ça c'est notre première demande, soit créer la garantie jeune qui existe aujourd'hui. La garantie jeune, il faut venir la diversifier, l'élargir, la rendre plus universelle. Et donc la garantie jeune, elle a cette plus-value d'accompagner et humainement l'accompagnement humain, donc soit via le pôle emploi, via les missions locales, via l'APEC. Et il faut mettre tous les acteurs autour de la table, mais aussi financièrement, parce que sinon, si on sépare les deux, c'est un échec. On ne peut pas juste accompagner financièrement et on ne peut pas juste accompagner humainement. Donc il faut vraiment construire un dispositif qui accompagne, parce que là je parle des jeunes diplômés, mais on a également des jeunes qu'on appelle des jeunes NEETs, donc c'est des jeunes qui sont sans emploi, sans stage, sans qualification, qui sont aujourd'hui dans une situation qui était déjà compliquée, mais là qui vont être encore plus parce qu'il n'y a pas de qualification, parce qu'il n'y a pas de diplôme, c'est ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. Et donc ces jeunes-là également, il faut venir leur procurer une aide bien plus conséquente. Et puis un dernier point de court terme, là, qui est quelque chose qui serait pour nous très efficace, il faut venir supprimer la réforme de l'assurance chômage. Il ne faut pas qu'elle vienne s'appliquer à la rentrée. Ça, c'est une demande qui est très générale, hein. Nous, on la porte également avec le pacte du pouvoir de vivre, qui rassemble 66 organisations donc syndicales, ONG, etc. Parce que, notamment, le durcissement des critères d'accès à l'allocation, il va venir mettre justement ces jeunes-là en dehors de tout accompagnement. Et ça, pour donc, nous, première idée, bâtir vraiment un dispositif d'accompagnement pour ces 700 000 jeunes. Tout à fait, exactement. Je ne parlerai pas je crois que d'autres intervenants vont les évoquer, tout ce qui est conditionnalité des aides aux entreprises. Ça, évidemment, c'est un sujet qui est important pour nous, mais je crois que d'autres vont pouvoir en parler. Dans un deuxième temps, et je vais être rapide sur la plus longue durée, vous l'avez dit également un petit peu dans l'introduction, la question de la formation, de l'éducation, c'est central. Et c'est central pour plusieurs raisons, parce que déjà, on le sait, et on l'a dit juste avant, la question du diplôme, enfin le diplôme c'est le premier rempart face au chômage, celles et ceux qui sont le plus éloignés, c'est ceux qui n'ont pas de qualification, donc il faut venir assurer un niveau de qualification minimum à toute sa population. Donc comment l'État crée un capital de formation universel où chaque personne, chaque citoyen a une assurance d'avoir accès à un diplôme Bac+5 financé, c'est-à-dire on finance les études, mais on finance aussi la vie, on a des bourses pour pouvoir vivre à côté, on a des aides pour financer le logement, etc. Et ça doit être essentiel, mais on ne doit pas être uniquement sur une réflexion de formation initiale.
ça doit être une formation qui peut s'effectuer tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire une licence. Attaché à la personne, donc. Voilà, c'est attaché à la personne, on fait une licence, on s'arrête, on va travailler 10 ans, et puis au final, on se rend compte qu'on a envie d'avoir un master. Et ben on peut y retourner. Et ça, c'est essentiel. Une première peut-être réponse aux questions d'agilité qu'évoquait Tout à Hélène Ray fait. dans son introduction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte bien évidemment qu'on va, après un passage d'économie sous cloche, avoir besoin d'une agilité tout à fait exceptionnelle, et ces allers-retours entre les moments de vie active professionnelle Tout à fait. et de formation Surtout qu'on quand commence à connaître, hein, mais qui vont sans doute devoir être absolument Surtout quand démultipliés. les métiers évoluent aujourd'hui, sans arrêt, et surtout quand il y a des enjeux aussi écologiques où il faut retransformer l'emploi, notamment sur des enjeux écologiques. Merci Orlane François. En plus, vous avez tenu notre exigence, c'est-à-dire C'est une idée immédiate et une idée de plus moyen terme. Augustin de Romanet, c'est à vous. Vous êtes un dirigeant d'entreprise, et si vous êtes là dans ce panel, c'est aussi parce que vous avez, dans l'exercice de votre métier, toujours eu une sensibilité, une préoccupation sur les questions sociales et sur les questions d'insertion, d'intégration, notamment de la jeunesse. Alors, même question, une idée pour tout de suite, pour faire face à l'urgence, et puis une idée qui nous permette de construire une société plus résiliente et plus forte sur les questions de marché de l'emploi. Effectivement, l'urgence est là. En 2007-2008, il y a eu 35 millions de chômeurs de plus dans le monde. Et donc, il faut s'attendre à ce que cette question soit également très, très prégnante. Alors, à court terme, je donnerai la responsabilité principale aux partenaires sociaux, aux entreprises et aux salariés. Pourquoi ? Parce que... Donc, pas de solution d'en haut, mais quelque chose qu'inventent les responsables de la société civile ? Il ne s'agit pas aujourd'hui de changer le code du travail. Il s'agit de se saisir des instruments que nous avons à notre disposition qui sont considérables, pour préférer le dialogue, préférer la complexité à la simplicité. Si je résume, la simplicité, pour les dirigeants d'entreprise, c'est de faire des plans de départ volontaires unilatéraux, et pour les syndicats, ça leur évite de signer un accord et de s'engager, et c'est plus confortable. Et ça peut conduire éventuellement à des départs contraints. Ce que je souhaite, c'est au maximum privilégier des solutions qui évitent les départs contraints. Alors, il y a plusieurs types d'accords. Il y a la possibilité de la rupture conventionnelle collective qui fixe un cadre de départ volontaire. Il y a l'accord de type accord de performance collective qui est extrêmement exigeant et qui inscrit dans le débat la solidarité, jusqu'à y compris dans la réduction des rémunérations de tout le monde, à commencer par les dirigeants. Donc, chacun constate qu'une entreprise dans une situation difficile, la nôtre vient d'emprunter. Vous nous rappelez cet outil qui existe et qu'on ne connaît pas ? L'accord de performance collective qui existe Accord de depuis quelques performance années collective, très est un intéressant. accord qui est signé entre les organisations syndicales et les responsables de l'entreprise, qui permet, c'est un accord qui a pour but de préserver l'emploi, qui permet donc de demander un certain nombre d'efforts sur le temps de travail, éventuellement sur la rémunération, sur l'organisation du travail, qui s'impose aux salariés s'il est signé, et dans la mesure où cet accord est suffisamment ambitieux, il peut permettre de créer les conditions que les départs contraints ne soient pas envisagés. Et puis, il y a aussi l'accord pour le chômage de longue durée qui est entré en vigueur le 1er juillet. Donc, je vais être court sur cette première idée, mais je crois que vraiment, nous avons une responsabilité historique qui est de nous mettre autour de la table pour limiter autant que possible les départs contraints, même si je ne dis pas que ça soit possible dans toutes les entreprises. Néanmoins, je trouve que c'est un bel objectif que de se dire on ne se quitte pas avant d'avoir épuisé toutes les possibilités de se mettre d'accord là-dessus. La deuxième piste pour les entreprises à court terme, c'est de favoriser tout ce qui est mobilité des salariés à l'intérieur de l'entreprise naturellement, à l'intérieur du bassin d'emploi, avec les entreprises qui recrutent et les entreprises qui débauchent. Et puis aussi, il y a... C'est quand même, je vous arrête un instant, Augustin de Romanet, c'est quand même un des points faibles, hein, ça. C'est cette difficulté aujourd'hui à créer des écosystèmes qui permettent cette mobilité, qui accompagnent les gens, qui créent des passerelles. C'est le moment de le faire. Et puis, dernier point, la mobilité volontaire sécurisée. Ça n'est pas très connu. Mais il y a un dispositif dans le Code du travail qui permet aux salariés et à l'entreprise de se mettre d'accord. L'entreprise dit à son salarié, tu pars dans une autre entreprise. Si tu n'es pas content, si ça ne réussit pas, je m'engage à te reprendre. Mais si tu réussis, à ce moment-là, tu quittes mon entreprise. Et ça existe aussi. Ça existe, ça n'est pas très connu. Une capacité d'aller-retour, c'est-à-dire on peut tenter sa chance la mobilité en créant une entreprise volontaire sécurisée. Donc ça, je dirais que c'est le court terme. Je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'imagination parce que nous savons que la crise est là. Donc on a des outils déjà. Je dirais qu'en tout cas, les outils que nous avons ne sont pas forcément tous très connus. Je dois confesser que moi-même, j'ai découvert ces outils il y a peu de semaines lorsque je me suis penché profondément sur notre sujet, sur la question. Et sur votre sujet, à la fois pour votre panel et aussi pour notre entreprise. Donc ça, c'est la première chose. S'agissant du long terme, je dirais que c'est plutôt du domaine de l'État. La première chose, c'est le travail en premier. Il faut tout faire pour que les personnes soient au travail. Donc je dirais work first. Donc privilégier les formations courtes, les temps partiels, activer autant que possible l'assurance chômage. Je crois que la réforme qui vient d'être
voté va plutôt dans le bon sens, même si pendant la crise, quelques dispositions pourraient être suspendues, ça on pourra en discuter. Il faut veiller à ce que les prestations sociales ne soient pas désincitatives au travail. Alors c'est un sujet vieux comme le monde, mais je me suis penché sur les chiffres, il faut les redire. Et je dis au prochain ministre du Travail, qui va être nommé demain, que sa mission est notamment de surmonter les problèmes qui sont révélés par les chiffres que je vais vous donner. Vous avez aujourd'hui 1 700 € par mois et on vous augmente de 300 € de salaire brut. Vous êtes une famille monoparentale, on vous donne 300 € de plus par mois en brut. Combien il vous reste à la fin? Eh bien, il vous reste tout simplement 89 €. Pourquoi? Parce qu'on vous a baissé votre allocation logement, on vous a baissé votre prime d'activité. Un autre chiffre, si on vous donne 100 € brut de plus, donc vous gagnez 1 700 € par mois, famille monoparentale, eh bien, à la fin, comme on vous a réduit ces deux mêmes primes, il vous reste 23 €. Donc là, il y a incontestablement un travail. Il y avait une piste qui avait été lancée, je crois, par le président de la République du revenu universel d'activité, qui pourrait peut-être, en fusionnant un certain nombre de prestations, aider à la réincitation En fait, ce que vous nous êtes en train de nous dire, c'est que les systèmes actuels sont totalement déconnectés les uns des autres, qu'il n'y a pas de vision d'ensemble, et qu'en donnant d'une main d'un côté, on croit faire un geste significatif, ou en tout cas d'avoir une action sociale significative, et en fait dans la réalité, parce que ça n'est pas coordonné, parce qu'il n'y a pas justement cette vision globale des aides, la personne qui va, et notamment les plus modestes, vont être très faiblement accompagnées. Je pense qu'il y a une sous-optimisation du système parce qu'il est trop complexe et que personne ne maîtrise la globalité de cette complexité. Autre idée pour ça sera la dernière. Cette fois-ci les jeunes. Ce premier tour de table. Vous allez m'en laisser deux. La première, c'est que le gouvernement vient d'annoncer qu'il donnait une prime pour protéger l'alternance. L'apprentissage est capital. Et il met cette prime uniquement pour les entreprises de moins de 250 personnes. Donc là, je trouve, de 250 salariés. Donc ça serait bien de le permettre pour toutes les entreprises. Enfin, ma dernière idée, peut-être c'est laquelle je tiens le plus. Pour les personnes qui sont les plus éloignées du marché du travail, les sans qualification, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils sont pris en charge avec le RSA, qui est financé par les départements, et l'accompagnement du RSA est fait par les départements. Eh bien, je vais vous le dire, monsieur Giret, cet accompagnement, il est beaucoup trop éthique, sans H. L'entretien dure un quart d'heure. Or, et j'en ai discuté récemment avec Jean Basser, le patron de Pôle emploi, quand vous avez quelqu'un qui est très éloigné de l'emploi, il faut au minimum 2 demi-journées pour pouvoir lui présenter le marché du travail, lui présenter les formations disponibles, l'accompagner. Et donc, je ne saurais trop encourager le nouveau ministre du Travail qui va arriver à recevoir M. Guilhuy. Peut-être l'ancien. M. Guilhuy, bien sûr, si c'était Mme Pénicaud, que je salue parce qu'elle doit être derrière son écran, ça serait formidable. Je dis à Mme Pénicaud ou à son successeur, prenez un nouveau rendez-vous avec M. Guilhuy, qui vient d'être nommé en mars dernier délégué pour le revenu, créer le service public de l'insertion, pour qu'on puisse véritablement aller chercher ces gens qui sont très éloignés de l'emploi, qui sont déjà en période normale abandonnés, mais en période de crise, c'est encore pire. Voilà, je crois que j'ai tenu mes 6 minutes. Très bien, alors il y a un sujet qui est chez Louis Gallois, c'est un peu le dernier, si je puis m'exprimer ainsi, et puis il y a un sujet qui est chez vous, François Omril. On va peut-être juste, du coup, vous donner la parole un instant. Cette question qu'évoquait, cette priorité, selon Augustin de Romanet, qui est de dire, au fond, dans cette période-là, il faut plus que jamais jouer à la fois dans le jeu des négociations sociales d'entreprise, c'est-à-dire au plus près du terrain. Est-ce que vous partagez cette question de méthode qui est assez centrale? Et puis cette question d'outils qu'on ne connaît pas bien en fait, mais qui existent déjà dans le code de travail, dans le code du travail et dans notre savoir-faire social, dont on ne se sert pas finalement, qu'on ne mobilise pas, alors qu'en fait ils peuvent être aussi partie prenante de solutions. Est-ce que sur ces deux aspects-là, vous seriez d'accord? Moi, je suis toujours d'accord pour qu'on utilise des outils qui existent. En l'occurrence, vous citiez l'accord de performance collective. Nous, à la CFE-CGC, on n'est pas trop favorable à cet outil-là parce qu'il nous semble qu'il met l'accent sur ce qui n'est pas le paramètre le plus important. La rentabilité, la performance d'une entreprise, ça n'est pas que son coût salarial tel que c'est dit souvent, c'est tout un tas d'autres paramètres. C'est la motivation, c'est l'objet, c'est le projet d'entreprise, c'est aussi les salariés qui la constituent, la façon dont ils contribuent avec la direction à définir les objectifs de l'entreprise. C'est aussi sa capacité à se développer, à être agile, comme vous le disiez tout à l'heure, et donc sa capacité à investir dans ce qui va faire son avenir. Et c'est sur quoi je reviendrai d'ailleurs dans, on va dire, mes propositions de. Alors allez-y, on passe à vos propositions. Mais pour le court terme, évidemment, alors j'apprends ce matin peut-être que Muriel Pénicaud n'est plus ministre du Travail, je suis très gêné.
Mais ceci dit, je l'aurais dit tout autant si elle avait été ici, parce qu'elle le sait, je lui ai répété souvent. La vérité oblige à dire qu'on ne le sait pas pour l'instant. Voilà. Ni si elle sera à nouveau nommée, ni si elle sera Je remplacée. commencerai évidemment par défaire ce qui a été fait et très mal fait ces dernières années. J'abrogerai la réforme assurance chômage du mois de juillet de l'année dernière. Ça me paraît être la première mesure à prendre. Et pour tout dire, la plus simple, parce qu'elle a été prise en fonction et au motif d'un contexte économique qui existait à l'année 2019, qui désormais s'est totalement évaporé. Donc il faut en revenir à des bases quand même un peu plus consensuelles sur le sujet. Notamment en question de durée C'est en fait d'allocation et de durée d'années de travail. C'était Le mois de travail. C'était une réforme au motif d'être anti-chômage, qui était une réforme anti-chômeur en fait, et qui culpabilise le chômeur. Il faut dire les choses très franchement. La dégressivité des allocations, des choses comme ça, c'est une façon de dire que les gens ne recherchent pas Donc activement. on défait d'un côté, qu'est-ce qu'on fait alors à la place? Alors, et aussi sur la question de la formation professionnelle, je vais donner donc un exemple très précis et à court terme. Ça a été cité, je crois, par Roland François sur la question de la conditionnalité des aides. Le chômage partiel, à l'évidence, est une mesure indispensable pour les entreprises pour qu'elles puissent affronter. Ça a été massivement développé. Ça a été massivement développé dans un contexte où la conditionnalité était vraiment nulle pendant le confinement, mais ça on peut le comprendre. Il y avait vraiment une question d'urgence. Le chômage partiel de longue durée est un instrument utile, mais il me semble qu'il génère beaucoup trop d'effets d'aubaine et qu'il faudrait qu'il soit plus conditionné. Et moi, je proposerais qu'il soit conditionné notamment à des développements de plans de formation dans les entreprises. Dans la réforme de la formation, on a définitivement supprimé le plan de formation. Il me semble qu'on a supprimé ce qui était le plus intéressant pour l'avenir de l'entreprise, c'est-à-dire ce qui est stratégique, l'investissement dans les compétences. On a développé en contrepartie un marché de la formation, je pense, assez minimaliste, au motif de développer des droits individuels, un petit peu comme des carnets de rationnement à quelqu'un qui rentre dans un supermarché, on fait briller des choses, mais tout ça, pour moi, n'est pas d'un grand intérêt pour l'économie et donc pour les individus qui veulent s'y insérer. Après, pour le long terme, il me semble qu'il faut, pour le coup, sérieusement et définitivement réexaminer, réinterroger le modèle d'entreprise. Il faut quand même se souvenir qu'il y a pas moins de 4 ou 5 mois, en début d'année, le problème numéro 1 des entreprises, notamment les grandes entreprises, était de recruter. Moi, je me déplace beaucoup, je vais voir des entreprises du CAC 40 qui sont dans le top de l'industrie, etc. Et on me disait partout, vous savez, monsieur Omri, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à recruter. Les gens ne veulent pas venir chez nous. Et ça, c'est connu. Dans les entretiens qui sont passés par les cabinets de recrutement, les gens nous disaient depuis déjà presque 2 ans, eh bien, ce n'est plus la personne qu'on veut recruter qui passe l'entretien, c'est nous, le recruteur, qui passons l'entretien. Parce que l'exigence, et ça va très bien, je trouve, avec la génération que vous représentez, et que je trouve magnifique, c'est cette génération-là qui va faire changer les choses, parce qu'ils sont très exigeants justement avec l'entreprise et avec le modèle d'entreprise. Et il faut, pour le moyen long terme, se poser la question du modèle d'entreprise, de son modèle de fonctionnement, de sa gouvernance, de la façon dont les salariés y sont représentés, des objectifs qu'on définit, comment est-ce que on repense la stratégie de l'entreprise, comment on y met une place équilibrée pour toutes les entités qui constituent cette entreprise-là. Et je crois que ça aura un effet extraordinairement positif sur le développement économique. Ça permettra, pour finir, d'y insérer tout ce dont on parle beaucoup depuis des années, la RSE, le développement durable, etc. Et là, on va réattirer on va recréer un lien d'attachement avec l'entreprise et ça sera que positif pour son développement. Merci François Omri, c'est une question effectivement importante, la question de l'attractivité de l'entreprise, notamment pour les jeunes générations. Je reviendrai peut-être auprès de vous, Augustin de Romanet, tout à l'heure sur cette question. Louis Gallois, vous vous occupez à la tête de votre fédération de ces gens qui sont aujourd'hui en situation très fragile et qui ont été sans doute encore davantage fragilisés avec cette crise de la Covid. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière notamment de chômage de longue durée face à cette urgence du chômage? Comment on peut prendre ce sujet-là de manière innovante, nouvelle, faire en sorte qu'on soit en train de bâtir une société plus inclusive? Il y a 2 500 000 chômeurs de longue durée. 2 500 000. 2 500 000. Quand on longue durée, c'est plus de... Longue durée, c'est plus d'1 an. Plus d'1 an. Ce nombre va mécaniquement croître. Et deuxièmement, les entreprises vont recruter d'abord ceux qui sont les plus proches de l'emploi. Et vont laisser, comme chaque fois, dans chaque crise, il est clair qu'une partie de ces chômeurs de longue durée va être mis en dehors du marché du travail. Ce sont les jeunes non qualifiés, ce sont les non qualifiés, même adultes, les seniors, toutes les personnes en situation de fragilité, les handicapés.
Et ces personnes, on ne peut pas les laisser dans la situation dans laquelle ils sont actuellement. Et il y a une solution, parmi d'autres, mais il y a une solution, c'est l'emploi solidaire. Ce qu'on appelle l'emploi solidaire, c'est l'emploi de l'économie sociale et solidaire. C'est plusieurs millions d'emplois en France. C'est un secteur qui a toujours créé de l'emploi, et notamment au cours des 10 dernières années. C'est intéressant, Louis Gallois, parce qu'on sait aussi que dans cette période de crise, là, d'urgence sanitaire, il y a eu des tas d'actions de solidarité, Voilà. Alors, d'un certain nombre de choses qui bien se sûr. sont créées alors et qui peuvent faire partie de l'économie solidaire, pour le coup. je vais y venir, bien sûr. Pourquoi l'emploi solidaire peut être une solution pendant cette période? D'abord parce qu'il n'a pas les mêmes exigences de rentabilité, de compétitivité, de productivité que l'emploi marchand, parce que ce sont des secteurs qui ne sont pas exposés à la compétition internationale. Deuxièmement, en fonction de ça, ils peuvent aller vers les secteurs à gros impact sociétal et environnemental. Lien entre les personnes, aide aux personnes isolées, recyclage, circuit court, développement durable, entretien et protection de l'environnement. Ce sont des tâches qui ne sont pas assumées parce qu'elles ne sont pas rentables. Ces personnes peuvent les assumer. Et ils l'ont montré pendant la crise. Vous avez tout à fait raison. Que serait devenu un certain nombre de personnes isolées s'il n'y avait pas eu l'accompagnement de ces emplois solidaires, j'allais dire. Alors, qu'est-ce que c'est l'emploi Des solidaire? associations qui sont occupées, des SDF, Bien sûr. des personnes les plus isolées, Mais des même, personnes âgées aussi. Moi, je m'occupe de l'opération Zéro Chômeur. J'ai vu comment les entreprises à but d'emploi qu'on a créées se sont mobilisées au service des populations locales et comment les maires ont fait appel à ces entreprises. Donc ça marche, ça, Louis Gallois. Ça marche. Et alors, Comment on qu'est-ce peut qu'il faut faire le faire puissance 10, si j'allais dire? Et il faut faire ça, peut-être pas puissance 10, mais moi, je vais vous donner des chiffres. Il y a actuellement 100 000 emplois, parcours emploi compétences, les anciens emplois aidés. Il faut qu'en 2021, ils soient 300 000. C'est-à-dire qu'on en mette 200 000 de plus. Sur les emplois aidés. Sur les emplois, c'est les parcours emploi compétences, c'est-à-dire qu'il y a associé à l'emploi un accompagnement et de la formation. Donc c'est ciblé. C'est ciblé, mais je pense Il y a un mécanisme. Il faut aider il y a un processus. il faut aider les associations à apporter cet accompagnement et cette formation. Mais elles sont capables de le faire, elles savent le faire. Deuxièmement, vous avez les structures d'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, les entreprises intermédiaires. Il y a 150 000 places actuellement. Je propose qu'en 2 ans, on passe à 500 000 places. Et ça dépend de qui, ça, Louis Gallois? Ça, c'est l'État. Ça, c'est l'État. Ça, c'est l'État, c'est financé par l'État. Alors, on va dire que c'est un coût. Bien sûr que c'est un coût. Mais quel est le coût du chômage de longue durée? Prestations sociales à verser, recettes fiscales diminuées, coûts sur les désorganisation des familles, glissade vers la pauvreté, parfois surendettement, perte de logement. Toutes ces situations coûtent énormément à la société. Et je pense que ce coût, il est supérieur à celui de la création des postes que je viens d'évoquer. Alors, nous proposons cela, et je propose même d'aller plus loin. Je propose que les structures d'insertion, que je viens de citer, les chantiers d'insertion, les emplois d'insertion, puissent embaucher sur des sortes de CDI de chantier. C'est-à-dire que vous êtes embauché, et vous restez dans cette structure jusqu'à un moment où on vous propose un emploi raisonnable. Ça veut dire un emploi qui correspond à vos compétences et à vos capacités. Il y a beaucoup d'handicapés, donc il faut tenir compte des capacités. C'est un emploi qui est au moins au SMIC, et c'est un emploi qui est à distance raisonnable. C'est-à-dire qui n'oblige pas à quitter son logement. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Et c'est à la société, elle, de faire une offre d'emploi. Et pour ça, il faut mobiliser les énergies sur le plan local. Il faut créer des comités locaux qui réunissent tous les partenaires publics, Pôle emploi, les directs, les entreprises, Ça ne se fait les pas aujourd'hui, syndicats, tout le monde. Ça n'existe pas aujourd'hui, Louis Gallois, ça? Ça existe pour les entreprises à but d'emploi, c'est-à-dire pour Zéro Chômeur. Et c'est ça qui m'a donné cette idée, de créer ce comité local qui mobilise. On peut rappeler d'un mot de quoi il s'agit. Hein. C'est une opération qui a été, Oui. qui a été implantée vraiment dans des situations micro-locales, j'allais Oui, dire, absolument, avec un absolument. objectif Il y en a de dit, zéro chômeur il y a- qui l'indiquait bien, et donc de traiter presque un par un Ah oui, les cas en question et de les moi, ramener dans une logique de l'emploi. Moi, je m'occupe de cette opération Zéro Chômeur. Et ce que je constate, c'est que vous dites, c'est un travail de dentelière. Il faut prendre les cas un par un. Personne ne ressemble à personne. Et ça ne peut être fait qu'au niveau local. Ça peut pas être national. Il faut une impulsion nationale, il faut des financements nationaux.
Il faut que les acteurs nationaux soient impliqués, je dis la directe, Pôle emploi. Mais il faut aussi que les forces, les énergies économiques et sociales, les syndicats, les représentants des entreprises soient là pour proposer et qu'on inverse la chose. On ne dit pas à ces chemins de longue durée, démerdez-vous, allez chercher du boulot. J'allais dire traverser la rue. On leur dit... Vous l'avez dit. on leur dit, on va vous aider. On va vous proposer de l'emploi. Si vous refusez cet emploi, vous prenez vos responsabilités. Mais on va vous proposer de l'emploi. Et c'est une sorte d'assurance emploi qu'on apporte. Il y a l'assurance chômage, mais je voudrais qu'on aille plutôt vers l'assurance emploi et qu'on donne au droit du travail sa réalité. Je vous rappelle qu'il est dans le préambule de la Constitution. Avant de donner la parole à Aurélie Trouvé, qui est en visioconférence et qui nous suit, je suis sûr qu'elle bout d'impatience. Augustin de Romanet, vous êtes c'est comme ça, mais vous êtes le seul représentant de l'entreprise dans ce panel. Quand vous entendez Louis Gallois dire il y a besoin d'une nouvelle mobilisation de tout le monde, dit-il, mais y compris de l'argent public, des acteurs publics de l'emploi, mais aussi des entreprises, avec une façon de faire dans le local, dans les solutions vraiment les plus proches du terrain. Est-ce que vous prenez sa main tendue? Est-ce que vous entendez? Est-ce que ça vous paraît possible, tout simplement? Alors, d'abord, je crois que Louis Gallois a encore des responsabilités d'entrepreneur, et donc il est bien partenant. Et qu'on peut être représentant de l'entreprise sans être chef d'entreprise soi-même. Il me semble que je le suis assez bien aussi. Eh bien, c'est très bien. Je fais C'est bien réagir d'avoir les fait uns la et les remarque. autres. Ça me permet de rebondir. Et, voilà. Et vous aurez la parole dans un instant. Vous n'échapperez pas du coup à la question. Augustin de Romanet. La question que vous me posez est incroyablement difficile. Est-il possible d'être en désaccord avec Louis Gallois sur le fond? La réponse est non. Est-il possible de considérer que on peut utiliser la planche à billets comme on vient de faire pour le Covid pour financer tous les dispositifs qu'il recommande à très court terme? La réponse est que je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que l'idée qui rejoint d'ailleurs celle que je vous ai indiquée en fin de propos sur le fait de devoir accompagner les gens les plus éloignés de l'emploi, c'est absolument vital. Notre société a en général une capacité à ne pas s'occuper des gens qui sont dans les coins des pièces qui est considérable, que ce soit le système pénitentiaire, que ce soit les personnes illettrées. Nous avons 100 000 personnes qui sortent chaque année du système scolaire en étant illettrées. Ça, c'est de la graine de chômeurs de longue durée. C'est tout à fait inacceptable. Je pourrais vous en parler pendant une demi-heure. Donc, le fait que Louis se passionne pour ce sujet un peu oublié des chômeurs de longue durée, moi, ça me paraît remarquable. Et sur le fond, je ne peux que partager son point de vue. Ensuite, le trésor d'inventivité et d'innovation réside dans le fait que chacun d'entre nous, y compris les entrepreneurs, puisse apporter leur écho à cette tâche. Maintenant, lorsque l'ancien budgétaire que je suis, mais que Louis était aussi dans sa jeunesse, Il y a aussi un parcours de haut fonctionnaire. entend tous les Louis Gallois a tout fait. Donc, entend tous les milliards qui passent devant, là, comme au défilé du 14 juillet, mon ministre me disait, tu vois, Augustin, tous ces chars, c'est les milliards, c'est tes impôts qui défilent. Bon, donc là, je suis obligé de dire que je demande un tout petit peu oui, d'expertise. mais on est en même temps dans une période tout à fait exceptionnelle. Et Répondre à Augustin. allez-y, Louis Gallois. Un seul mot. D'abord, il faut savoir combien coûte le chômage de longue durée au pays. Bien sûr, mais ça, c'est la base. Ce sont des milliards. Voilà. Deuxièmement, j'ajoute une chose. En 2019, la seule partie de la population dont le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, mais même légèrement régressé, c'est le dernier décile, c'est les 10% les plus pauvres. Toutes les autres catégories de population ont vu leur pouvoir d'achat augmenter, sauf ces 10%. Oui, c'est la raison pour laquelle, pardon de reprendre la parole, mais je pense qu'effectivement, quand Louis Gallois dit Augustin de Romanet. il faut analyser le coût de ce chômage de longue durée, le coût social, etc., c'est évidemment une piste qui est très, très utile, et je ne suis pas sûr, effectivement, qu'on ait fait toutes les études qui chiffrent, en effet, ces écartés de l'intérêt de l'activité économique. Peut-être qu'Hélène Redd pourra avoir une opinion là-dessus. C'est très difficile. Non, oui, je pense que c'est très multidimensionnel et que ce serait vraiment très, très bienvenu. Et d'une façon générale, je crois que nous rentrons dans une période où nous devons apprendre beaucoup mieux à chiffrer les externalités sociales, les externalités environnementales et baser les décisions de politique économique sur des nouvelles mesures. Bien sûr. Et juste en un mot, quand Orlane je François. suis désolée, Madame Trouvé, je pense qui a envie de Vous s'exprimer. inquiétez pas, elle va avoir la Mais, parole dans quelques instants. En un mot, en plus, si je me concentre sur le public jeune, on sait très bien qu'une entrée difficile dans l'emploi, dans le marché du travail, ça va impacter toute sa carrière. Et ça, c'est quelque chose. Vous avez tout à fait raison. J'ai lu récemment une étude d'ailleurs qui montre que les jeunes qui sont rentrés sur le marché du travail en 2007-2008, eh bien en fait connaissent
un parcours professionnel beaucoup plus heurté, Bien et sûr. beaucoup moins Bien sûr, favorable ça modèle que toute la ceux qui sont carrière, arrivés et tout le avant ou reste de la après. carrière, En fait, évidemment. exactement, c'est un risque de fixer Bien à ce sûr, moment-là totalement. des handicaps qui vont Et donc, qui c'est vont ça que je avoir lieu dans la rejoins durée. M. Gadois sur la nécessité de Ce financer qui, est, ce, qui l'accompagnement. est, ce qui est intéressant aussi dans les propos qu'on a ensemble, c'est que on était juste avant la crise du Covid dans une situation où le chômage avait considérablement diminué, où on se retrouvait même dans un certain nombre de métropoles françaises dans des situations où il y avait très très peu de chômage, tout en gardant ce que vous disiez, Monsieur Omril, tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois des entreprises avec des difficultés de recrutement et puis des gens installés durablement à l'écart du marché de l'emploi. Un peu, dans une moindre mesure, ou de façon, disons, les États-Unis connaissent ça de façon décuplée par rapport à ce que nous connaissons, massive, on va dire. Voilà. Je vais passer maintenant la parole à Aurélie Trouvé. Je mets mon casque. Aurélie Trouvé, vous êtes avec nous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Merci. Donc c'est parfait, vous avez entendu la discussion, j'imagine que vous avez voulu réagir de temps en temps, la parole est à vous, à la fois pour nous présenter vos idées d'urgence, j'allais dire, pour faire face à la situation, et puis bien évidemment c'est l'avantage de celle ou celui qui parle le dernier ou la dernière, c'est que du coup vous avez entendu tout le monde et que vous pouvez aussi réagir à ce qui s'est dit autour de la table. C'est à vous. Merci, bonjour à tous. D'abord, je vous prie de m'excuser d'être à distance. Bon, il se trouve que je ne suis pas chez moi, mais comme je suis chercheuse, je suis sur mon terrain de recherche en ce moment, donc je ne pouvais pas être parmi vous, je suis loin de Paris. Voilà. D'abord, je voulais réagir... Merci. Non, je voulais réagir d'abord aux propos, et je n'avais pas prévu de le faire, mais sur le financement. Finalement, peut-on financer ce que propose Louis Gallois? Il faut quand même rappeler qu'il y a quand même des marges de manœuvre budgétaires, ne serait-ce que par les propositions, beaucoup de propositions qui sont faites aujourd'hui par des économistes sur une redistribution fiscale d'ampleur, notamment en allant... en ayant une fiscalité plus importante sur les revenus financiers, sur le patrimoine, sur les classes les plus riches, mais aussi en remettant en cause un certain nombre de niches fiscales qui sont pointées du doigt pour soit leur inefficacité, soit même voir le fait qu'elles avantagent ou elles favorisent des activités polluantes. Et puis, on peut tout à fait aussi s'intéresser au financement et au financement massif actuellement par la Banque centrale européenne, notamment par le rachat d'actifs. On pourrait aussi s'intéresser à une banque publique d'investissement tout à fait renforcée, en tout cas des appareils de financement bancaires qui puissent être bien davantage mis à disposition ou orientés vers une telle politique. Donc je pense que du point de vue du financement, il n'y a pas de blocage, il y a une question de volonté politique pour pouvoir mettre en œuvre une telle orientation. Et moi, je commencerai plutôt par parler du long terme plutôt que le court terme, parce que je pense qu'il faut se saisir de cette crise et du fait qu'on déverse aujourd'hui des soutiens publics extrêmement massifs pour préparer l'avenir et réorienter profondément le système productif du pays, avec une vision de long terme, une planification à mettre en place dès à présent pour soutenir des emplois utiles. Et je m'inscris tout à fait dans les propos de Louis Gallois sur la garantie, en fait une forme de garantie de l'emploi pour celles et ceux qui sont au chômage, et en particulier les chômeurs de longue durée. Et il y a dans la reconversion des secteurs polluants dont il faut désinvestir, mais en même temps la possibilité de créer des millions d'emplois utiles, de qualité, non délocalisables, dans des secteurs qu'il faut faire croître pour répondre aux besoins sociaux. Pour assurer des débouchés d'emploi, notamment pour les jeunes formés actuellement. Et je pense, ça n'a pas été dit, mais aux services publics, c'est les leçons de la crise quand même, sur le manque criant de moyens dans les hôpitaux publics, le besoin par exemple d'un grand service public aux personnes dépendantes, mais on pourrait aussi y mettre l'économie solidaire dans ce secteur-là, les écoles et l'université, puisqu'il a été dit l'importance de la formation, et on voit à quel point, moi je suis enseignante-chercheuse, je vois à quel point on manque de moyens aujourd'hui dans les universités pour avoir une formation suffisamment de qualité. Les crèches, évidemment, les transports en commun, si on veut faire face au tout automobile, si on veut les rendre beaucoup plus accessibles et moins chers. Et puis, évidemment, la transition écologique, la rénovation thermique des logements, le recyclage des déchets, les énergies renouvelables, etc. Donc, il y a, et je m'inscris dans les propos sur la garantie d'emploi, il y a aujourd'hui vraiment des emplois, des millions d'emplois dont on a besoin, qui seraient utiles à la société. Et alors, plus concrètement, je pense que ce qui serait nécessaire, c'est d'abord d'assurer pour les travailleurs qui vont se retrouver sans emploi un revenu au moins équivalent, une formation professionnelle pour retrouver un boulot à niveau de qualification similaire, et donc qu'on leur garantisse cette formation. Et puis, voilà, je rajouterai aussi la question du partage du temps de travail, peut-être, pour assurer aussi le fait que chacun et chacune puisse avoir un emploi de qualité. Vous avez vu que la Convention citoyenne pour le climat, le tiers de ces citoyens ont voté pour la semaine de travail de 28 heures, preuve que ce partage du temps de travail, c'est une idée qui fait son chemin,
qui serait tout à fait socialement acceptable. Alors la et qui proposition a permettrait été de- refusée, hein, mais Oui, tout à fait. Mais pardon. un tiers des citoyens de pardon. cette convention citoyenne ont voté pour. Et 28 heures, hein, pas 32 heures ni 35 heures. Hein, voilà. Absolument. Donc voilà, c'est preuve quand même, et c'est un tiers quand même, et preuve que l'idée fait son chemin, y compris à 28 heures. Voilà, et puis je finirai juste par un mot sur la question de la demande. Je vais m'expliquer, la politique de la demande, et je vais m'expliquer sur ce point-là. Je pense qu'actuellement, on reste quand même dans une politique qui est très inadaptée à la période, mais en plus qui montre quand même des échecs, hein, et qui est menée depuis de nombreuses années. C'est l'idée que si on baisse les charges des entreprises, les impôts, le coût du travail, elles vont forcément davantage investir, créer de l'emploi. En fait, elles ne le font pas parce que, notamment en ce moment, elles ont trop peu de demandes à satisfaire, parce qu'il y a le chômage, la précarité qui se développe, l'incertitude vécue par les ménages. Et donc, c'est aussi au nom de l'emploi qu'il faudrait rehausser le pouvoir d'achat des plus précaires, en tout cas leurs revenus, ceux qui sont les plus durement touchés par la crise. Alors c'est une question de justice sociale, mais aussi d'efficacité économique, parce que c'est les personnes qui ont la plus forte propension à consommer, et on a besoin de relancer la demande. Donc ça veut dire, ça a été dit, rehausser les minima sociaux. De ce point de vue, je suis tout à fait d'accord, il faut absolument abroger la loi assurance chômage, y compris son premier volet mis en œuvre. Et puis, je rejoins aussi l'idée d'un revenu universel. Moi, je suis pour un revenu social d'activité qu'on rehausserait à 50% du revenu médian. En gros, c'est 900 € par mois. Et évidemment, ça a été dit, l'élargissement aux jeunes de moins de 25 ans. Comme il faut, de toute façon, rehausser le SMIC et l'ensemble des bas salaires, à commencer dans la fonction publique, hein, les premières de corvée, les aides-soignantes, les infirmières, etc. Et puis, dernière mesure très concrète, c'est peut-être s'inspirer de l'Allemagne, qui a joué sur le taux de TVA. Je pense qu'il faut vraiment baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Ça aussi, ce serait une mesure qui permettrait en tout cas d'agir sur les classes les plus précaires et leur pouvoir d'achat. Voilà. Merci à vous Aurélie Trouvé. Je rappelle que vous êtes économiste et présidente d'Attac. Je vous relance juste sur l'un des points. Vous parliez de la question de la demande. Est-ce que finalement le dispositif qu'a mis en place le gouvernement avec un chômage partiel qui maintenant peut être un chômage partiel de longue durée, est-ce que c'est pas une façon aussi d'avoir une politique active de la demande ? Alors, je voudrais d'ailleurs, de ce point de vue, Alors évidemment, il fallait faire le dispositif chômage partiel. Moi, je voudrais quand même faire une remarque sur le nouveau dispositif de chômage partiel, hein, la pérennisation de ce dispositif, qui risque d'être très pernicieux pour les salariés. Parce que leur revenu va être réduit, tout de même, pour ceux qui sont au-dessus du SMIC, mais aussi, c'est un accord d'entreprise avec les salariés, qui vont être poussés d'autant plus à le signer. Ça n'aurait été pas le cas avec un accord de branche, en tout cas moins. Il faut arrêter de penser que le rapport est égal entre les représentants de salariés et le patronat à l'échelle de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la dernière loi travail, puisqu'il a été parlé des dernières dispositions, de ce point de vue-là, la loi travail comporte tout un tas de mesures extrêmement défavorables pour les salariés, parce qu'elle les affaiblit dans leur rapport de force avec le patronat. Et donc, ce nouveau dispositif de chômage partiel, conclu avec des accords d'entreprise, il va pouvoir permettre des réductions d'effectifs. Et là, on arrive à la question de la conditionnalité sociale et écologique des aides versées aux entreprises, des aides publiques actuelles, y compris le dispositif chômage partiel, où, ça a été dit, il faut une conditionnalité sociale notamment et écologique beaucoup plus important, exiger le maintien des salaires et la non-précarisation de l'emploi, et soit le maintien de l'emploi et ou la réorientation vers des activités moins polluantes, plus, ça a été dit, des plans de formation qui permettent une reconversion. Merci Aurélie Trouvé. Il y a beaucoup de choses dans votre intervention. Je pense que ça va faire réagir aussi un certain nombre de gens autour de la table. C'est fait pour ça, j'allais dire. Dans ce que vous avez dit, moi, il y a quelque chose qui me frappe. Vous savez, on dit parfois, quand on a deux problèmes, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est la solution de l'autre ? On a aujourd'hui une crise sociale très violente, on a une crise climatique qui est d'une urgence absolue. Et vous l'avez dit parfois autour de la table, est-ce que finalement, il n'y a pas du côté de l'urgence climatique, donc de cette urgence à adapter nos entreprises, nos modes de consommation, nos modes de production à cette contrainte climatique que nous avons devant nous. Est-ce que là, il y a, comme vous l'avez dit Aurélie Trouvé, des gisements, vous avez même dit des millions d'emplois, et peut-être d'ailleurs que ça touche à un autre problème qu'avait abordé François Omril et vous, Orlane François, qui est
finalement de ressusciter ou d'activer plus fortement un attrait de l'entreprise pour la jeune génération, de rendre les entreprises plus attractives. Et j'allais dire que toutes ces questions aujourd'hui qui concernent les grandes questions environnementales, est-ce qu'il y a là un bout de la solution de la crise sociale? Orlane François. Non mais moi je partage totalement ce qui a été dit et par Louis Gallois et par Aurélie Trouvé sur la question de comment on crée des métiers à valeur d'utilité sociale. Et je crois que là, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut aller, que ce soit sur le domaine de l'économie sociale et solidaire ou bien de la transition écologique énergétique. Mais pour ça, et en plus vous l'avez dit, ça a été dit par François Merrill, la question aussi de le jeune aujourd'hui, quand il choisit une entreprise, il l'a choisi. Il y a cet enjeu de se dire, est-ce que cette entreprise-là, elle respecte mes valeurs en termes de social, en termes d'écologie? Est-ce que c'est une entreprise qui s'engage pour la transition écologique? Et ça, c'est ce qui fait parler. Mais pour ça, il faut reconstruire la formation. Et on l'a dit, l'université, pour moi, en tout cas pour notre organisation, doit être au centre de cette formation des futurs dirigeants, des futurs salariés sur ces enjeux-là. Mais pour ça, il faut le financement, ça a été dit par Anne Trouvé. Évidemment, aujourd'hui, l'université est en grande crise financière et je crois que ça, c'est un premier enjeu. Mais il faut aussi transformer la formation. Aujourd'hui, à l'université, on forme très peu aux enjeux climatiques et énergétiques, très très peu. Comment aujourd'hui on transforme la formation pour intégrer ces enjeux-là dans la formation des futurs employeurs? Tout et ça des au futurs service de salariés. l'emploi. Exactement. Et ça, pour moi, c'est une des pistes de longue durée qui est essentielle. François Aubry, vous vouliez réagir? Oui, d'abord, je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Aurélie Trouvé sur le rapport de force dans l'entreprise. Très clairement, depuis 20 ans, il se déséquilibre de plus en plus dans le mauvais sens. Il faut faire ce qu'il faut pour rééquilibrer le rapport de force sociale. Moi, je pense que le rapport de force est quelque chose de vital pour l'entreprise, comme dans le corps humain. Dans le corps humain, tout est affaire d'action et de réaction, et c'est parce qu'il y a ce lieu, justement, d'interaction que le corps humain peut s'adapter à son environnement. Et je pense que l'entreprise, aujourd'hui, dans lequel le rapport de force est beaucoup trop déséquilibré dans un sens, finalement, est moins capable de s'adapter à cause de cela. Et après, sur la question des emplois durables, là encore, je pense, alors, vous allez me trouver un peu critique sur tout ce qui a été fait depuis tant d'années, mais je pense que les dispositifs d'emploi de l'argent public sont très très mal calculés. Alors, sur le chômage de longue durée, je suis entièrement d'accord, il faut que la conditionnalité, bien entendu, soit plus importante que ce qui est prévu qu'elle le soit, mais je voudrais revenir sur deux dispositifs particulièrement coûteux qui sont en place aujourd'hui d'aide aux entreprises, qui sont le crédit impôt recherche et le CICE. Le CICE, c'est 20 milliards par an. L'inefficacité de ce dispositif est fabuleuse. C'est financé par l'impôt. On demandera quand même aux économistes moyennes. ce qu'ils en pensent. Non, mais attendez, mais moi, je représente. Je sais que le sujet est controversé parce que je vais vous dire, tout simplement parce que ces sujets-là touchent aux questions je me permets là une incursion dans le champ de l'économie. J'ai quelques. Alors Louis Gallois aura la parole. Je veux finir là-dessus. Alors, terminer là-dessus et ensuite Louis Gallois dira 20 milliards par an, le coût que ça représente, et notamment pour ceux qui le financent sur leurs impôts, c'est le dispositif le plus inefficace du monde, probablement. Ça sert finalement à aller dans beaucoup d'endroits à travers la compression. On avait des sujets de convergence, je vois que des à travers la compression de la chaîne de valeur, ça va dans les marges. Mais bon, après, il y a le crédit impôt recherche, juste un petit mot là-dessus. On nous envie, semble-t-il. C'est un dispositif qui est un peu moins coûteux, et pour moi, c'est un dispositif qui marche en sens inverse. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On donne de l'argent aux entreprises qui viennent le redonner, comme on donne du grain à des poulets, aux chercheurs de la recherche publique, en disant viens dans mon programme, etc. Si tu recherches bien dans l'axe que moi je définis, eh bien tu auras un petit peu de financement. Le résultat de tout ça, c'est que les directeurs de recherche au CNRS ou dans les instituts publics, ils passent 80% de leur temps à remplir du dossier et à faire des papiers, et ils ont plus le temps disponible pour encadrer leurs chercheurs. Et dans une perspective de redéploiement de l'économie, de la production, dans un développement de nouveaux procédés, de nouvelles techniques pour aller vers l'industrie durable, il faut intensifier l'effort sur la recherche, mais il faut pour cela l'intensifier de façon efficace, c'est-à-dire de le mettre à disposition aux endroits où il est le plus utile. Alors c'est intéressant parce qu'on a discuté dans une première partie des outils qui concernaient plutôt la demande, on va dire, et là on est du côté de l'offre et des mécanismes qui peuvent favoriser l'offre, et un débat sur le CICE, on peut rappeler d'un mot, c'est un mécanisme qui a été mis en place sous le quinquennat de François Hollande, un peu usine à gaz par certains côtés, mais qui devait favoriser précisément l'allègement des charges d'une manière générale, et donc l'intégration de salariés dans l'entreprise.
Oui, Ça a marché alors, ou ça n'a pas marché, Louis Gallois? moi je pense que le bilan du CICE est beaucoup moins catastrophique que vient de le dire François Omril. Au contraire, qu'est-ce qu'on constate? Les marges des entreprises sont revenues grâce au CICE à peu près au niveau où elles étaient en 2007, alors qu'elles avaient fortement baissé. Donc avant la crise Ça financière. s'est traduit par une reprise de l'investissement. L'investissement des entreprises a repris pendant cette période. Alors évidemment, c'est très difficile de faire des corrélations. Mais le fait que, par exemple, il y ait eu plus de sites industriels créés en 2019 que de sites qui ont disparu, c'est pas le résultat du hasard. C'est aussi le résultat de politiques comme celle-là, pas uniquement le CICE, il y a eu d'autres choses. Donc moi, je pense qu'il faut regarder ça de près. Quant au crédit d'impôt recherche, il se trouve que je suis pas le père, mais un des pères de cette idée quand j'étais directeur de cabinet du ministère de la Recherche, Qui était Jean-Pierre Chevènement? qui était Jean-Pierre Chevènement. Qui est bonne mémoire. Et je dois dire quand même que ce crédit d'impôt recherche, il a deux effets. D'abord, il fait que la recherche des entreprises en France est au moins du niveau de la recherche des entreprises dans les autres pays, lorsqu'on compare entreprise par entreprise, et même supérieure à un certain nombre de pays. C'est pas un hasard, alors que nous avons un tissu industriel qui est plutôt affaibli. Il se trouve qu'en matière de recherche, nous avons tenu. Et deuxièmement, un certain nombre de centres de recherche restent en France à cause du crédit d'impôt recherche. Moi, je vous donnerai un exemple. Airbus, que je connais un peu, pour l'avoir dirigé. Que vous avez Eh dirigé, bien, absolument. si nous avons pris nous avons pris un certain nombre de décisions en fonction du crédit d'impôt recherche. Non De pas, localisation de l'entreprise. oui, c'est pas pour ça qu'on a fait plus de recherche, mais on l'a fait en France. Hmm. Donc je pense que le crédit d'impôt recherche, il faut le sanctuariser. Alors moi, je suis très net. C'est un des outils les plus efficaces que je connaisse. Alors, Augustin de Romanet, vous voulez réagir aussi? Deux observations. La première, c'est qu'effectivement, dans une vie très très antérieure, j'étais sous-directeur chargé de la recherche au budget. Et bien que le crédit d'impôt recherche soit une dépense, nous étions obligés de constater que grâce à cela, nous avons rééquilibré un tout petit peu la recherche en faveur de la recherche privée. La France était un pays dans lequel la part de la recherche publique était disproportionnée par rapport à la recherche privée, notamment comparée à l'Allemagne et aux États-Unis. Donc je ne veux pas trop insister parce que Louis en parle beaucoup mieux que moi, mais Monsieur Omril, je vous promets que dans les entreprises, c'est déterminant pour localiser des emplois de recherche en France. Et c'est au contraire, bon, je ne vais pas insister, sur l'écologie. Je partage votre idée qu'il faut vraiment verdir autant que possible nos comportements, etc. Cela dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas, à force de trop de réglementation, tuer les entreprises. Si vous calculez, si vous regardez les objectifs du développement durable de l'ONU, à échéance 2030, dans le classement mondial qui a été effectué sur les pays qui sont les plus conformes aux objectifs du développement durable de l'ONU, la France est 4e sur 180 pays, derrière la Suède, le Danemark et la Finlande. Donc, je dirais que la France est un pays très concerné, c'est bien, mais faisons attention à ne pas surréglementer par tous les bouts, et notamment la conditionnalité de l'aide au chômage de longue durée, au fait que vous réduisiez le CO2 de ceci ou cela, ça va faire travailler des bureaucraties dans les entreprises, dans l'État, ça va complexifier les choses, et pendant ce temps-là, la crise aura eu le temps de s'installer. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une nécessité d'accélération de cette chose-là? C'est pas parce qu'on est c'est très bien qu'on soit quatrième, et on sait les raisons notamment pour lesquelles la France est quatrième, c'est aussi en partie grâce au nucléaire. Mais est-ce qu'il y a pas une nécessité aujourd'hui d'accélération générale de nos politiques publiques et de nos incitations publiques? Il y a une nécessité d'accélération générale de la compétitivité du pays. Nous avons 58% de dépenses publiques. Est-ce qu'elle est antinomique avec le est-ce qu'on parle... Rien n'est antinomique, monsieur Giré, rien. En revanche, il faut savoir qu'avec 58% de dépenses publiques par rapport au PIB, il faut vraiment être très intelligent comme sont les Français pour pouvoir courir le 100 mètres avec ce boulet au pied. Mais quand l'Union européenne mobilise justement l'argent, une capacité d'emprunt qui n'existait pas jusqu'à présent et qui vient de l'Union européenne, qui elle n'est pas endettée en tant que ça c'est un autre collectif. Débat. C'est un autre débat. Madame Trouvé l'a abordé ce débat. Nous sommes dans une situation historique extraordinaire. On a besoin d'argent sur laquelle je ne vais pas être trop long. Mais au fond, jamais dans l'histoire de l'humanité on a autant utilisé la planche à billets. Aujourd'hui, l'argent est gratuit. Donc aujourd'hui, depuis qu'on a arrêté l'économie pour cause de Covid, aucun besoin humain n'est trop cher. Puisque par définition, on a... Quoi qu'il en coûte, a dit le président. Quoi qu'il en coûte. Bon. Et donc ça va être un défi pour les responsables politiques, puisqu'aujourd'hui, je suis au chômage de très longue durée, je n'ai pas de logement, je suis, etc. Quoi qu'il en coûte, je veux que vous me financiez. Donc, nous avons un défi intellectuel très fort, qui est de ne pas négliger tous les enjeux dont nous parlons aujourd'hui, bien sûr, mais aussi de faire un tout petit peu attention au fait que ces taux d'intérêt nuls vont exister pendant une période dont nous ne connaissons pas la durée. Et lorsque nous nous réveillerons, il faudra quand même être suffisamment
énergique et slip pour pouvoir ne pas être englouti par la dette que nous aurions accumulée. Et qui reposerait à ce moment-là sur les jeunes générations qu'on évoquait tout à l'heure. Hélène, ça va? Vous avez entendu des choses qui vous ont intéressé? Discussion très riche. Je vais juste rebondir là sur le point sur la dette rapidement pour dire que je pense qu'il faut il faut aller à toute voile vers la croissance dans le court terme et pour le court terme, en tout cas, le problème de la dette ne doit pas brider la reprise. Et ça, c'est basé sur dans la recherche économique qui montre que si vous regardez dans les données historiques, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, on avait vu un accroissement de la dette très important dans un nombre de pays avancés. Vous regardez le Royaume-Uni, les États-Unis, la France. Et comment est-ce qu'on s'en sort? On s'en sort par la croissance. On s'en sort par la croissance et un petit peu d'inflation, mais c'est principalement la croissance. Et la croissance a bien sûr beaucoup d'effets. Ça nous fait augmenter le PIB, donc ça décroît le dénominateur du dette sur PIB, mais c'est aussi ça augmente de la. On n'arrive pas à générer de l'inflation. Voilà. Et nous avons des problèmes pour générer de l'inflation et pour atteindre la cible d'inflation. Donc c'est la situation actuelle avec des taux d'intérêt réels très bas qui selon toute probabilité, vont rester bas quand même dans la période, si on regarde dans les 5-10 prochaines années. Et donc, je pense qu'il faut vraiment ne pas commettre les erreurs qu'on a commises dans la crise précédente et se focaliser sur la reprise. Peut-être ce qui change la donne, Hélène Rey, c'est que la France n'est pas la seule à se trouver dans cette situation. Quand vous empruntez beaucoup, bien évidemment, et que vous êtes le seul à le faire, de fait, vous vous retrouvez dans une situation où les taux d'intérêt peuvent se retourner contre vous, les arbitrages des milieux financiers peuvent se retourner contre vous. Quand là, collectivement, j'allais dire, chacun des pays concernés a besoin de faire une capacité nouvelle d'argent et donc de mobiliser de l'emprunt et donc de la dette, peut-être le risque est-il plus faible? Mais là, donc, c'est là qu'on a besoin d'une bonne coordination entre politique budgétaire et politique monétaire que nous avons. Et c'est là que le rôle de la BCE, grâce à l'euro, de la Banque centrale européenne, est absolument capital. Et nous avons la chance d'appartenir à une grande zone monétaire. Comme les États-Unis. Et le rôle de l'euro n'est pas encore celui du dollar, mais cela nous permet d'accroître notre marge de manœuvre. Donc, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Et effectivement, dans le long terme, il faudra penser à la consolidation, mais pour l'instant, toutes les énergies doivent se focaliser. Et si je peux dire un dernier mot sur... on a parlé donc beaucoup du rôle donc de la croissance verte. Et là, donc effectivement, il faut faire attention à ne pas mettre trop de régulation dans tous les sens qui ne seraient pas forcément efficaces. Il faut aussi réfléchir que si on regarde de façon franco-française, la France est responsable que de 1,5% des émissions globales. Donc, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est des solutions européennes sur lesquelles il faut se tourner pour parler de croissance verte. Et il faut effectivement changer un petit peu le système dans lequel la production notre système productif évolue, et ça passe par un prix du carbone qui croît au cours du temps. Je pense que ça, c'est quelque chose qui serait vraiment fondamental pour changer l'investissement et faire changer les prix relatifs vers les secteurs les plus prometteurs. Alors, il nous reste 2 minutes. Augustin de Remonnet, j'ai une question des internautes, plusieurs questions qui concernent votre secteur d'activité. Au sens large du terme, vous êtes le PDG d'ADP. Bien évidemment, on s'interroge, Hélène Rey le disait en ouverture de ce débat, le secteur du tourisme, de l'aérien d'une manière générale, et de l'aérien, ces deux secteurs-là vont être très très fortement pénalisés par la crise. Ils vont mettre beaucoup de temps sans doute à rebondir. Sans doute d'ailleurs, les règles seront différentes. Les mobilités seront peut-être moins importantes. Enfin, il y a tas de questions autour. Comment vous abordez la période qui vient et bien évidemment qui aura un impact sur l'emploi et le chômage, qui est notre sujet d'aujourd'hui? Après avoir dit que j'étais 1000 fois d'accord sur le fait de donner un prêt au carbone, je pense qu'il est urgent de donner un prêt au carbone. Je dirais que sur le transport aérien, nous, le métier d'aéroport, nous avons défini notre raison d'être. Le ministre nous a demandé de mettre une raison d'être dans nos statuts. Et notre raison d'être, j'ai bien veillé à ce que ça ne soit pas d'accroître le trafic aérien, mais d'accueillir les passagers qui sont là de façon responsable partout dans le monde. Donc nous, notre métier, c'est un métier d'hospitalité. Et il est vrai que nous allons avoir notre croissance du trafic qui va être beaucoup moins forte, puisque cette année, nous avons perdu quasiment plus de 50% de notre chiffre d'affaires, mais dans la suite des années, les voyages d'affaires, le tourisme, tout ça va être
ralentit nécessairement. Donc nous l'abordons avec sérénité parce que nous savons que le cœur de notre métier, ça n'est pas d'inviter les gens à voyager plus. Nous savons que la croissance du transport aérien tel qu'il existait jusqu'à présent n'était pas soutenable. Je le dis souvent, 100 millions de passagers en 1960, 4 milliards et demi aujourd'hui, 9 milliards en 2040. Bon, on ne peut pas continuer à ce rythme-là. Donc le fait que le trafic aérien croisse plus lentement, c'est une donnée qui n'appelle pas d'observation de ma part, qui est plutôt bonne pour la planète, même si la recherche sur les avions carbonés va déboucher, je pense, dans les années 2035-2040 sur des avions beaucoup plus économes. Et j'étais donc trop long, mais tout ça pour vous dire que nous allons continuer à améliorer la qualité de service. Voilà, merci. Je crois que, Hélène, on a eu à la fois ce qu'on cherchait en solutions concrètes, précises, et puis aussi des solutions de plus long terme. On a eu des convergences, on a eu aussi des divergences. C'est tout l'intérêt d'un débat pluraliste et contradictoire. Vous pouvez bien évidemment suivre la suite des rencontres d'Aix, toujours au même endroit, sur le site des rencontres et sur le site de franceinfo.fr. Bon après-midi à tous. Merci.